Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, on va discuter des matchs de finale de conférence du côté de la NFL. On sait finalement l'identité des deux formations qui vont s'affronter dans le cadre du Super Bowl 59 qui va avoir lieu à la Nouvelle-Orléans. Mais finalement, ça va être une reprise du Super Bowl d'il y a 2 ans. Les Eagles de Philadelphie qui vont croiser le fer avec Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Alors, afin de parler de tout ça, je vais être accompagné comme à l'habitude par Marc-André, mais on a un invité en plus cette semaine. Il s'agit de l'ancien maraudeur des Alouettes de Montréal. Vous le connaissez très bien, Étienne Boulay, qui est partout. On va parler également de certains de ses projets. Et en compagnie de Marc-André, on va faire un tour également des actualités du côté de la NFL parce que lors de la dernière semaine, il y a eu plusieurs embauches au niveau des postes d'entraîneur-chef, des coordonnateurs, des DG, mais on va se concentrer au niveau des entraîneurs-chefs au moment où on enregistre le podcast mercredi matin. Il reste juste un poste à combler, c'est celui des Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, on va vous dire qu'est-ce qu'on pense des embauches qu'il y a eu, puis oui, on va parler des Cowboys de Dallas avec l'embauche de Brian Schottenheimer comme entraîneur-chef. Ouf. En tout cas, une chose à la fois. On va commencer tout d'abord en accueillant Étienne Boulay et Marc-André Chaloux afin de faire un retour justement sur les finales d'association. Jaser de tout ça en tant qu'amateur de football d'abord et avant tout qu'on est. Tout d'abord, Étienne, merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, merci à toi, Didier. Je sais que ça fait quelques fois là, qu'on essaie de s'attraper. Fait que très, très fier d'être avec vous autres aujourd'hui. Bon, et finalement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc, Étienne, naturellement, tu as regardé les matchs d'association. Ça a été la même Ouais. chose pour Marc-André. Marc-André qui ne sait pas Mhm. sourire à pleines dents, mais je sais qu'il en a envie. Parce que si tu ne sais pas, Étienne, Marc-André est un grand partisan des Eagles de Philadelphie. La semaine dernière, il y avait même Mon ses horloge en pantoufles arrière, là. des Eagles. OK, Vas-y. Mon je horloge vois le genre, derrière là. aussi. Ben, tu Ouais, sais, ben oui, les ça, ton Eagles, horloge des Eagles. quel beau match. En fait, tu sais, moi, j'ai été partisan des Eagles pendant plusieurs années parce que j'avais un ami, vous voyez peut-être de l'autre côté, euh, non, de ce côté-là, Corey Graham, avec qui j'ai joué à l'université. Puis d'ailleurs, j'étais en 2018 au Minnesota quand les Eagles ont gagné avec le fameux Philly Special. Mais ceci dit, cette saison, je le souhaitais pour le cadre qui est de l'autre bord, pour Benjamin Saint-Just, notre Montréalais, qui était de la partie. Puis ça a été un match à sens unique, on va se le dire. La saison de Washington a été tellement le fun à suivre. Offensivement, il était le fun à regarder. Mais on a senti qu'il était déclassé clairement dimanche dernier. Mhm. Puis c'est bien dommage pour Benjamin, mais c'est excitant pour toi, Marc-André, clairement, parce que là, peut-être une petite revanche dans 2 semaines par rapport à ce qui s'est Mhm. passé en 2023. Là. Exact, exact. Ben, ça s'est terminé 55-23 pour les Eagles. 55 points, c'est le plus haut total en finale d'association depuis 1970. Et à tout seigneur, tout honneur, Didier, commençons par parler de Saquon Barkley qui a encore donné le ton au match dès sa première course. Je pense que c'était même le premier jeu des Eagles. Il est tout simplement Ouais. incroyable en éliminatoire. Ben ouais, les Commanders, ils avaient encaissé une belle séquence. Je pense 2 fois, ils ont converti des quatrièmes essais. Puis là, tout de suite, le premier jeu, c'est quoi? 60 verges pour un touché. Moi, une des choses que j'avais notées avant la rencontre, c'est qu'au niveau des demi-défensifs des Commanders, on se devait de réussir nos plaqués. Pas permettre les courses justement de 15 verges de devenir des touchés de 60 verges. Puis là, dès le premier jeu, il y a Jeremy Chin notamment qui a raté un plaqué. Mais c'est quoi, finalement, c'est une continuité de sa saison régulière là, de 2000 verges. Moi, j'ai hâte de voir lorsque le Super Bowl va être terminé, parce que j'ai l'impression qu'il va sûrement terminer la saison avec le plus de verges au sol en une saison. Là. Je pense qu'on cumule les statistiques de matchs éliminatoires avec saison régulière, mais il y a vraiment, encore une fois, donné le ton, cette ligne à l'attaque-là avec Saquon Barkley. En tout cas, moi, c'est des raisons pourquoi je penche déjà en faveur des Eagles. Je vais avoir le temps d'y penser. Là, il reste une dizaine de jours Hmm. avant la rencontre. Mais c'est juste trop pour la défense des Commanders. Tu sais, Étienne, t'en as parlé tout à l'heure. On n'avait pas de réponse, tout simplement, face à l'attaque au sol des Eagles de Philadelphie. Je ne sais pas si je simplifie ça un peu trop. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Étienne. Ben, Mais tu sais, vraiment, on tu a l'as vu que mentionné les Commanders pendant étaient qu'on regarde vraiment les coche en images, dessous. la, Mhm. la ligne à l'attaque des Eagles a tellement l'air de s'amuser. Puis, tu sais, sur le premier long touché de Saquon Barkley, on a vu des images de d'autres angles avec des gars qui sont mic'd up. Puis, c'est des gamins.
ces gars-là sur la ligne à l'attaque parce que tu le sais, là, au foot, quand tu as confiance en toi, tu as confiance en tes moyens, quand tu es un joueur de ligne à l'attaque, puis que tu peux jouer par en avant, puis que tu le sais que tu as ton gars en arrière qui va être capable de briser des plaqués, qui va être capable de squeezer, même si l'espace est restreint. C'était un lourd mandat. Tu mentionnais que le mot d'ordre chez les demi-défensifs de Washington, c'était de réussir les plaqués. Tu sais, des plaqués à champ ouvert ou quand tu as un running back, un porteur de ballon comme Barkley qui arrive avec du momentum, c'est tellement difficile à faire. Puis il y a un volet de confiance en soi aussi dans des situations comme celle-là où là, tu as le meilleur porteur de ballon, possiblement en termes de verges par saison de l'histoire jusqu'à présent. Puis, by the way, ceci dit, c'est pas comme si ils ont donné le mandat de briser le record. Tu sais, il est assez humble, il est assez gars d'équipe pour être capable de donner la chance aux plus jeunes quand il a atteint, tu sais, quand la victoire est acquise. Mais c'était c'est la pierre angulaire de cette attaque-là, clairement. Tu le sais, on le sait depuis toujours. À partir du moment où tu as un porteur de ballon comme ça ouvre tout le reste de ton livre de jeu, mais ça reste qu'il joue contre les Chiefs. Et les Chiefs aussi, de l'autre bord, là, qui sont bien rodés et qui ont une unité défensive assez coriace. T'sais. Fait que ça va être. Moi, je suis super excité, puis je suis pas prêt à me mouiller encore à savoir qui va avoir le dessus sur ce duel-là. Vous parlez de la ligne à l'attaque. On a vu Landon Dickerson, le centre, jouer sur une jambe la majeure partie du match. Même Cam Jurgen, qui était blessé aussi également. Ils ont fait des rotations, mais c'est assez fou de penser que cette ligne à l'attaque-là, avec Saquon, on a vu des blocs incroyables. Est-ce que vraiment, Didier, comment tu as trouvé le travail justement de la ligne à l'attaque? On a vu la prestation de Landon Dickerson qui relevait plus que du courage à la fin que d'autres choses, là. Ben, c'est la grosseur, premièrement, de cette ligne à l'attaque-là. Tu sais, j'en parlais l'autre fois en ondes, justement au Super Bowl il y a 2 ans, là, lorsque les Eagles avaient joué contre les Chiefs. J'étais en compagnie d'Éric Leblanc, notre collègue au RDS.ca. Puis les joueurs des Eagles sont arrivés, on était à un point de presse, puis là, ils portaient juste leur chandail, tu sais, leur jersey, leur chandail de match. Puis on n'en revenait pas de la grosseur des joueurs de la ligne à l'attaque. Tu sais, as parlé de Dickerson. Écoute, il pèse, je pense, 350 livres. Marlata, le bloqueur à gauche, je pense, c'est quoi? 370 livres, 6 pieds, 9 pouces. Les gars sont aucun bon sens. C'est une ligne à l'attaque qui est monstrueuse. Et en plus, ils sont mobiles, ils se déplacent justement. Marlata, sur le long toucher là, de Saquon dans le début de match contre les Commanders, il courait, comme Étienne le disait, comme un gamin. Tu sais, on l'entendait, bon, il festoyait, il encourageait Saquon. Il est tellement mobile pour son cabaret. Mais une chose, Étienne, tu as joué au football. Aussi, la personnalité de Saquon. C'est un joueur qui est tellement apprécié par tout le Ouais, monde. Apparemment, c'est vraiment un très bon gars. Puis je pense qu'on le voit, ça, du côté de sa ligne à l'attaque. On veut bloquer pour lui. À quel point ça, c'est important? Bon, oui, c'est un sport d'équipe. Puis, bon, c'est du travail une fois que tu arrives sur le terrain. Mais quand tu as un joueur avec la personnalité de Saquon, là, qui est apprécié de tout le monde, tu sais, ça donne l'impression que même sa ligne à l'attaque en donne encore plus. Puis les receveurs ouais. de passe aussi afin de bloquer pour lui. Le foot, c'est le sport d'équipe ultime. On le sait, puis on est peut-être et on est assurément biaisés les trois ici là, sur ton podcast. Mais ça reste que, tu sais, si je me fie à mon expérience à moi, puis Matt Prou pourrait probablement vous en témoigner aussi, le dénominateur commun des équipes avec lesquelles on a gagné des Coupes Grey, c'est qu'il y avait une espèce d'appréciation de ce que les autres font. Fait que c'est-à-dire, je réussis, par exemple, une interception sur le terrain, puis je suis capable d'aller voir la ligne défensive puis les remercier parce que ben, c'est eux qui ont mis de la pression, que le carrière a dû précipiter son geste. Puis on ressent cette reconnaissance-là avec ce Quan Barkley puis sa ligne à l'attaque. Les receveurs de passe aussi qui bloquent une demi-seconde de plus qui peuvent faire la différence. Et ça, ben, ça témoigne du bon leadership dans le vestiaire, de l'esprit d'équipe. Puis outre le respect puis la gratitude que ce porteur de ballon-là a pour ses bloqueurs, c'est aussi son désir de faire shiner les gars qui sont en arrière de lui. Tu sais, comment il avait dit ça en anglais? Let the young boys eat ou quelque chose de même. Tu sais, laissez-les s'amuser Ouais. eux autres aussi parce que il était sur le bord. Il avait besoin de quelques verges pour briser, je ne sais pas quel record. Puis il a dit, je m'en fous des records, on a gagné la game, laisse les boys s'amuser. Et ça,
ça a l'air de rien pour peut-être le commun du mortel qui écoute le match, mais dans un vestiaire, c'est lourd, c'est vraiment puissant. C'est tout. Pour rendre le crédit à Howie Roseman, le directeur général aussi des Eagles, qui vraiment, lui, on rebâtit du côté des Eagles par les deux lignes, la ligne à l'attaque et la ligne défensive. C'est un peu ce qui a manqué il y a 2 ans aux Eagles, je trouve, pour aller jusqu'au bout. Là, on a vraiment adressé la situation via le repêchage, via le marché des joueurs autonomes. Des gars comme on a vu Jordan Davis réussir un sac du corps important. On a des gars comme Jalen Carter, Nolan Smith. Bref, c'est ça qui avait manqué aux Eagles il y a 2 ans. Je pense qu'on était vieillissant du côté de la ligne à l'attaque, donc ce serait intéressant de voir au Super Bowl si cette ligne défensive-là pourra faire la différence. Maintenant, si on parle de Jalen Hurts, Didier, après des matchs, on va se le dire, coup-ci, coup-ça, depuis le retour de sa blessure, ben vraiment, il a livré la marchandise contre les Commanders en fin de semaine dernière. Ouais, moi, j'avais hâte de voir la performance de Hurts parce qu'on s'en souviendra, il avait subi une blessure à un genou la semaine précédente contre les Rams, puis il n'avait pas couru après ça. Puis là, je me dis, OK, est-ce qu'il va être capable d'éviter à la pression? Est-ce qu'il va être en mesure? Est-ce qu'on va utiliser l'option? Est-ce qu'il va conserver le ballon? Ben, finalement, il semble que cette blessure-là à son genou gauche, ça ne l'a vraiment pas dérangé. Je pense qu'il a connu son meilleur match depuis plusieurs semaines. Parce que moi, ses performances m'inquiétaient. Puis, Étienne, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je me disais, je comprenais pas pourquoi il pouvait en arracher autant. Tu sais, de la misère pour passer même pour plus de 200 verres, surtout avec la présence de Saquon, puis l'attaque au sol sur laquelle on mise, parce que A.J. Brown, Devontae Smith sont souvent laissés à un contre un, étant donné qu'on utilise beaucoup de ressources afin d'essayer de ralentir Saquon Barkley. Mais vraiment, Jalen Hurts a livré la marchandise contre les Commanders. Je pense qu'il a vraiment connu un bon match. Ben, tu sais, ça vient. Ben, puis, by the way, on ne connaît pas les conditions physiques. Tu sais, après, on a des informations, évidemment, au compte-gouttes. Les équipes, elles sont très, très protectrices de ces infos-là. Ils ne veulent pas trop laisser couler l'info. Mais, tu sais, les gars peuvent être maganés. Tu ne sais pas où il y a mal, puis ça affecte les performances. Mais là, on se dirige de plus en plus vers des matchs sans lendemain. Je m'attends, évidemment, d'un côté comme de l'autre, au Super Bowl, est-ce que les deux corps arrière utilisent leurs jambes de plus en plus pour gagner du temps, pour créer des jeux, pour aller chercher des premiers essais? Puis ça, avec deux QB comme Jalen Hurts et de l'autre côté Patrick Mahomes, deux gars qui sont présents, qui sont mobiles, qui sont athlétiques, qui sont intelligents, ça crée toutes sortes de maux de tête supplémentaires pour les unités défensives. C'est-à-dire que, on l'a vu dans les derniers matchs, là, on devait cibler un joueur en défense de plus en plus souvent qui était ce qu'on appelle le spy, qui doit garder un œil sur le QB. Mais là, ça expose puis toutes sortes d'autres. En fait, on peut exploiter d'autres lacunes défensivement à cause de ça. Puis pour moi, c'est le plus beau football, évidemment, ces temps-ci, parce que c'est des matchs sans lendemain où les gars vont sacrifier leur santé physique. C'est un peu spécial à dire comme ça, mais ils vont vraiment se mettre un petit peu plus à risque pour aller chercher la victoire. Et on a parlé de la relation entre Jalen Hurts et A.J. Brown au cours des dernières semaines. Je pense qu'A.J. Brown s'est levé. Il a connu un fort match aussi avec Jalen Hurts. 96 verges et un touché. Il a vraiment été le receveur numéro 1. Il a vraiment joué à la hauteur de son talent, disons, A.J. Brown. Ouais, définitivement. Puis lorsque les Eagles, ça fonctionne par la passe, pour moi, leur attaque, écoute, ça devient pratiquement impossible à la ralentir ou à l'arrêter. Tu sais, avec le jeu au sol, puis là, si le jeu au sol ne fonctionne pas, ben, si on peut bien passer le ballon, si l'attaque aérienne peut fonctionner. En tout cas, je sais que la défense des Chiefs, c'est une des meilleures de la NFL, mais moi, j'ai bien hâte de voir cette confrontation-là. La défense de Kansas City, justement, contre l'attaque des Eagles de Philadelphie. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais moi, c'est. En tout cas, comme j'ai dit, on ne veut pas trop parler du Super Bowl, on va avoir l'occasion d'en parler la semaine prochaine, mais moi, c'est la Ben, confrontation que j'ai hâte de voir en termes d'unité là, sur le terrain. ben, c'est vraiment excitant. Puis tu as raison. On l'a vu, là, l'unité défensive des Chiefs face aux Bills dimanche dernier. C'est-à-dire, je comprends, là, puis qu'on peut. Puis j'ai entendu la montée de lait de Pierre Vercheval aussi par rapport à l'arbitrage, puis où on marque le premier jeu, puis je suis à la même place. Cependant, tout ce que les Bills réussissaient à accomplir en termes de conversion de quatrième essai ou de troisième essai même, they had to earn it. Il n'y a rien qui était donné. Et les Chiefs sont habitués de ces gros matchs-là. Il ne faut pas oublier non plus que entre les deux matchs, tu as 2 semaines, OK? Parce que tu as la pause du All-Star, là, du Pro Bowl.
Fait que là, Mhm. ça donne une autre drôle de dynamique. Premièrement, les bobos, tu as plus le temps de récupérer, mais en termes de préparation, en termes de regarder du film, du vidéo sur l'adversaire, de déceler les tendances, puis là, les autres peuvent commencer à créer d'autres affaires. C'est un. Le Super Bowl, c'est une bébête en soi. Et c'est un petit peu à part. Puis heureusement, en fait, ce qui vient un petit peu, je trouve, flouer les cartes dans ce dossier-ci, c'est que les deux équipes ont beaucoup d'expérience dans ces gros matchs-là dans les plus récentes années. T'sais, ils se sont affrontés il y a 2 ans. Les Eagles ont gagné en 2018. Les Chiefs, bien évidemment, on le sait, ils sont sur, ils ont la chance de faire ce qui n'a jamais été fait avant, puis c'est un three-peat. Fait que tu as deux équipes expérimentées. Tu as une attaque, tu l'as mentionné, qui peut, écoute, ça peut faire des feux d'artifice, mais en tout cas, c'est peut-être ma perception à moi, mais j'ai l'impression que l'unité défensive des Chiefs déborde de confiance. Puis cette confiance-là, ça vient de un, par la préparation, par la confiance que tu as en tes coéquipiers, puis de savoir que dans des moments même qui sont stressants et que tu as beaucoup de pression, que le mur est là, puis ça va se refermer. Fait que je suis vraiment excité. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que j'ai l'impression que ce duel-là, cet affrontement-là, c'est-à-dire l'attaque des Eagles puis la défense des Chiefs, ça peut partir dans toutes les directions. Si on parle des Commanders maintenant, parlons de Jaden Daniels, la recrue qui a été, encore une fois, il était très bon, mais on s'est rendu compte, Didier, qu'autour de lui, le talent était limité, là. Ouais, je serais curieux de savoir justement, Étienne, qu'est-ce que tu as pensé de Jaden Daniels, pas juste lors du match, mais tu sais, sa saison au complet. Parce que moi, personnellement, il m'a fait vibrer, là. Il nous a donné tellement de moments forts au cours de la saison régulière avec les remontées, bien sûr, le Hail Mary contre les Bears de Chicago. Puis moi, j'ai trouvé, tu sais, c'est la défense. La défense et les revirements qui ont laissé tomber les Commanders contre les Eagles de Philadelphie. Je pense que ça devenait évident, plus le match progressait, que les Eagles étaient l'équipe supérieure. Même lorsque les Commanders avaient battu les Eagles la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés en saison régulière, Washington avait été victime de 5 revirements. C'est grâce à un miracle de Daniels qu'on avait été capable de gagner. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Cette fois-ci, on a été victime de 4 revirements. Les Eagles ont fait du bon travail. Là. Ils ont converti ces 4 revirements-là en touchés. Je pense qu'on n'est pas obligé de chercher plus loin afin de trouver la raison pourquoi les Commanders n'accèdent pas au Super Bowl. Moi aussi, je souhaitais voir les Commanders au Super Bowl en raison de la présence de Benjamin Saint-Just. Encore une fois, Jaden Daniels, lui, a bien paru au cours de cette rencontre-là, j'ai Ouais. trouvé, contre les Eagles de Philadelphie. Ben, puis 100%, je partage ton analyse. Ce que je trouve excitant là-dedans, c'est que j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas vu un carrière recru rentrer en poste year one, puis avoir autant de succès, puis de prestance, puis de leadership. Puis d'un côté, je me dis qu'il doit y avoir une coupe d'équipes de la NFL qui se mordent les doigts de ne pas l'avoir sélectionné. Mais ça donne quand même, puis tu as raison, il était déclassé. Là. Les Eagles étaient bien rodés. Tu ne peux pas te permettre dans ces matchs-là de créer autant de revirements. Puis on le voit, les bonnes équipes vont profiter de chaque petite brèche, chaque opportunité. Puis si je ne me trompe pas, chaque revirement, peut-être sauf un, peut-être pas à 55 points. Probablement chaque revirement, c'est converti en points du côté des Eagles. La bonne nouvelle, c'est que une fois la déception passée au sein de l'organisation de Washington, quand la poussière retombe, tu as de quoi bâtir de le fun pour la suite. Parce que la pièce du puzzle la plus importante, ou l'une des plus importantes, c'est ton corps arrière. Fait que là, déjà là, ça donne de l'espoir, puis ça donne envie aussi à d'autres joueurs offensifs qui vont peut-être devenir sur le marché des joueurs autonomes dans les prochaines semaines, de commencer à réfléchir à l'option d'aller jouer pour Washington. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des options qui s'ouvrent à cette organisation-là. Puis on pourrait peut-être les voir au top, ou en tout cas dans le top pour les prochaines saisons à venir. Puis en plus, il va falloir se dénicher un jeu au sol du côté des Commanders parce que le duo de Brian Oui. Robinson et Austin Eckler, 19 portées pour 51 verges. Je pense que c'est Quan Barkley. Je pense que des gars comme Derrick Henry, ça a créé des précédents cette année. On va peut-être voir des équipes davantage investir dans un porteur de ballon élite cet été ou durant la saison morte. Mais vraiment, du côté des Commanders, quand c'est Jaden Daniels, ton gars qui ramasse le plus de verges au sol, ben, il y a un problème.
Ouais, non, la position de porteur de ballon, ça va falloir l'améliorer durant la saison morte. Puis la défense, là, ça, on s'entend là-dessus, là, je pense, là. Mais encore une fois, vient de marcher des joueurs autonomes. Tu sais, cette année, à moins que je me trompe, il n'y aura pas de Derrick Henry, il n'y aura pas de Josh Jacobs, il n'y aura pas de Saquon Barkley. Tu sais, on parle de trois gars, on savait qu'ils étaient parmi les meilleurs porteurs de ballon. Qui va avoir genre Najee Harris? Est-ce qu'il y a une équipe qui va faire sauter la barre que pour Najee Harris? Je pense pas. Donc, tu sais, ça en vient à ça, à qui va être disponible sur le marché des joueurs autonomes. Mais les porteurs de ballon, tu peux en trouver au repêchage. Tu n'es pas obligé, justement, là, de débourser une grosse somme via le marché des joueurs autonomes. Mais je pense vraiment, si on peut avoir un meilleur porteur de ballon dans le champ arrière, ça donnera un coup de main à Ashton Daniels. Moi, Genty. j'ai vraiment hâte. Ashton Genty, ouais, peut-être, au repêchage, le demi à l'attaque spectaculaire de Boise State. Mais ça pour Ouais, dire, l'avenir est brillant à Washington, je crois, parce qu'on a un carrière, on a un carrière de concession, ouais. puis c'est ça que ça prend d'abord et avant tout. Là. Puis là, c'est une question de construire autour de lui, mais pour moi, la priorité, c'est ça, porteur de ballon, puis la défense qu'on va devoir améliorer du côté des Tu sais, c'est-tu Commanders. farfelu d'encourager Washington à regarder le modèle des Chiefs il y a quelques années? Tu sais, Patrick Mahomes a gagné le Super Bowl avec Laurent. C'était sa deuxième saison aux Chiefs pour Mahomes. Puis ensuite de ça, ils l'ont fait Ouais, le c'est sa joueur de première comme concession partant, je crois. Ouais. à sa première comme partant. Tu sais, ben, fait que voilà, fait qu'il y a peut-être un lien à s'inspirer, voir, bon, ben après ça, les Chiefs sont bâtis autour de lui. De quelle façon sont-ils allés chercher? Sont-ils allés renforcer la ligne en attaque? Comment ils ont fait? Fait que j'essaierai de m'inspirer parce que clairement, on fait face à une dynastie de l'autre côté, puis surtout à un modèle qui fonctionne. Ouais, Je me demande comment absolument. est-ce Je qu'il. pense, écoute, excuse-moi, juste suite, première année de Mahomes partant, je pense qu'il a perdu contre les Chiefs, contre les Patriots à domicile au Arrowhead Stadium en finale de conférence en prolongation. Rex Burkhead avait marqué le toucher victorieux, si je me souviens bien, j'étais sur place. Mais puis après ça, à sa deuxième année comme partant, il a remporté son premier Super Bowl. Là. Si je me souviens bien du côté de Patrick Mahomes. En tout cas, c'est juste une petite précision que je voulais amener. Mais Mais tu qu'est-ce que sais, tu as à dire, un Marc-André? jeune corps arrière sur lequel bâtir ta franchise. Fait que eux autres ont ce Ah oui, luxe-là. oui, Puis je te dis, définitivement. Ouais. il y a, il y a 30 autres équipes de la NFL là, qui cherchent à avoir le luxe d'être dans cette situation-là. Puis ils ont pas ça pour le moment. Fait que Washington est en bonne position. Je me Ouais, demande une fois comment. que tu as le carrière, après ça, c'est toujours la pièce la plus difficile à acquérir, là, on s'entend, là, un jeune carrière. En tout cas, c'est vraiment excitant pour la suite des choses à Ouais. Washington. Je me demande comment se sentait Dan Quinn, un gars qu'on dit que c'est un gourou défensif sur les lignes de côté, qui voit sa défense vraiment être humiliée par les Eagles. On se fait passer 7 touchés au sol. Je me demande comment qu'intérieurement Dan Quinn s'est dit, comment il se sentait en disant, mon Dieu, il va falloir il y a du travail à faire du côté de la défense des Commanders. Ouais, ben puis avant le match, les gars, on a perdu le service de Darren Payne, qui est notre meilleur joueur de ligne défensive contre la course. Puis, tu sais, déjà là, que les Commanders ont eu des ennuis à arrêter de jouer ça pendant toute la saison. Là, la perte de Payne avant la rencontre, on a rayé son nom de la formation en raison d'une blessure. Ça n'a définitivement pas aidé du côté des Commanders. Je ne dis pas qu'ils auraient gagné le match avec Payne dans la formation, mais déjà qu'ils en arrachaient contre la course, de perdre ce joueur-là, ça n'a pas aidé. J'ai hâte de voir, messieurs, ce que nous réserve le Super Bowl parce que le 9 février prochain, c'est la fête de Saquon Barkley. Il aura 28 ans. On va pouvoir s'offrir un méchant cadeau d'anniversaire. Si les Eagles l'emportent, on va passer au prochain match entre les Bills et les Chiefs. Une victoire de 32-29 des Chiefs de Kansas City. Évidemment, il faut parler de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, simplement incroyable. J'ai aimé la stratégie des Chiefs. On est allé de beaucoup de jeux d'options de course-passe en début de match. Puis on a vu Patrick Mahomes se lever et utiliser ses jambes. Hein. Il le fait dans les grands matchs. 11 courses, 42 verges, 2 touchés au sol. Qui a dit qu'il était blessé à une cheville? T'essayais là en premier, Étienne. Justement, qu'est-ce que tu as passé de la performance de Mahomes? Encore une fois, il y a eu le Ben, déçu sur Josh Allen pour une quatrième fois en éliminatoire. à partir du moment où tu as un Mahomes dans ton équipe, tout le monde est en confiance de ton côté du sideline. Puis surtout, c'est intimidant pour la défense. Il y a sa capacité à acheter du temps. Puis, outre, oui, 11 courses, 42 verges de toucher, c'est un facteur qui est à considérer. Mais
c'est qu'il n'est pas en train de regarder à courir du premier coup. Tu sais. Il achète du temps. Puis pour un demi-défensif, de devoir couvrir un receveur de passe de la NFL pendant 5, 7, 10 secondes, c'est absolument impossible. Fait que je nous trouve chanceux d'avoir le luxe de pouvoir regarder du foot de la NFL de nos jours en étant témoin de ce que Patrick Mahomes amène. Tu sais, on a eu la dynastie Tom Brady, puis on n'a pas été les mains vides bien ben longtemps parce qu'il y a eu la transition vers Mahomes qui est un peu magicien. Fait que, euh, c'est, avec lui, il y a comme autant l'attaque des Chiefs, elle est rodée et précise et c'est crisp, autant il t'amène un volet un petit peu plus freestyle, mais qui fonctionne. Tu sais, fait que c'est beau à voir aller. Ce qu'on a vu aussi, Didier, c'est que les Chiefs, on trouve des façons différentes de gagner match après match. Contre les Texans, c'était Travis Kelce qui a été soublé à outrance, quoi, 117 verges sur les 177 de Pat Mahomes. Là, ce coup-ci, Travis Kelce, seulement 19 verges. C'était Xavier Worthy, c'était Marquise Brown, c'était Juju Smith-Schuster. C'était Kareem Hunt au sol également qui semblait avoir de l'essence. Je pense que le petit congé a fait du bien à Kareem Hunt également. Fait que ça pour dire que les Chiefs, Didier, on est une drôle de bête. On trouve des façons de gagner à chaque match. C'est ça qui est impressionnant dans le cas de Patrick Mahomes. Ouais, moi, ça me fait penser aux Patriots. Tu sais, la dynastie, là, c'est la dynastie des Chiefs. Comme Étienne vient de le dire, c'est comme si le flambeau a été passé là, de Tom Brady à Patrick Mahomes. Mais ça me fait penser à la dynastie des Patriots. Souvenez-vous, tu sais, les Patriots, bon, oui, en 2007, tu sais, ils avaient une grosse équipe qui marquait beaucoup de points, mais ils n'ont pas gagné le Super Bowl. Justement, ils s'étaient fait battre par les Giants. Mais essentiellement, la majorité du temps, durant la dynastie des Patriots, on avait des équipes qui gagnaient des matchs serrés. Puis à chaque Mhm. semaine ou à chaque match éliminatoire, tu sais, il y avait un nouveau joueur. C'est sûr que tu avais Brady, mais il y avait un nouveau joueur tu sais, qui se mettait en évidence, qui réussissait des gros jeux pour les Patriots. C'est un peu ce qu'on voit du côté des Chiefs de Kansas City. Comme tu viens de le dire, Travis Kelce, il a connu un grand match par la passe. Il est allé de blocs importants sur des courses seulement de Kareem Hunt, notamment. Mais il y a d'autres receveurs qui ont fait des jeux. Puis c'est ça qu'on voit constamment du côté des Chiefs de Kansas City. C'est plus l'attaque explosive à l'époque, justement, lorsque Laurent Duvernay-Tardif était là, Tyreek Hill. Mais c'est comme ça, on a changé notre identité. Puis, étant donné qu'à toutes les semaines, tu ne sais pas le joueur, justement, là, qui va avoir un impact dans la rencontre, ça a un effet, je pense, sur l'équipe au complet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne. Ça fait partie d'équipes comme ça durant ta carrière. Tu sais, c'est, mis Ben, à part Kelsey, alors, on n'a pas de grosses vedettes, mais il y a tout le temps quelqu'un qui contribue et qui réussit à faire les jeux clés semaine après semaine. si tu joues pour les Chiefs, tu as une chance de voir du terrain, puis tu as une chance de faire la différence. Tout le monde mange. Tu sais, tu l'as mentionné. C'était Kelsey une semaine, c'est d'autres joueurs la semaine suivante. Puis tu as fait une comparaison avec les Pats que je trouve intéressante. Puis c'est ce petit élément-là que je trouve qui fait en sorte qu'on a affaire avec les Chiefs à une vraie équipe qui fonctionne. C'est-à-dire que les Patriots, il y a quelques années, là, si tu faisais partie de l'équipe, que tu sois second string, que tu sois third string, s'il y a un gars qui se blesse, c'est toi qui es monté. Ils n'iront pas recruter sur le marché des joueurs autonomes. Ils vont faire confiance à leurs joueurs à l'interne. Fait que ça, c'est super motivant, même si tu as un rôle de second plan dans l'organisation. Puis vous vous souviendrez l'année du Deflate Gate, puis Tom Brady, si je ne me trompe pas, avait manqué 4 games. C'était Jimmy Garoppolo puis, qui s'était blessé, puis Oui, Jacoby Brissett. Puis il avait quand même gagné une coupe de games avec eux autres. Puis autant Mahomes et la pierre angulaire, c'est le chef d'orchestre de cette attaque-là, sont capables de gagner sans lui quand même parce que la culture qu'ils ont créée à Kansas City est tellement forte que c'est l'équipe. Et là, après, on rajoute évidemment Mahomes qui est au centre de tout ça. Puis là, ça fait des feux d'artifice. Si on parle de Josh Allen du côté des Bills, fiche de 0-4 maintenant en éliminatoire contre Patrick Mahomes, Mhm. Didier. Josh Allen, j'ai trouvé personnellement, je sais pas c'est quoi ton évaluation, mais il n'a pas connu son meilleur match de la saison. Il a été très erratique, il a pris des chances également. On a revu un peu le Josh Allen qui parfois prend des chances, des décisions douteuses par moment dans un match.
Ouais, ben, je sais qu'en début de match, il semblait être nerveux, là. Tu sais, il semblait être trop craqué, si on peut dire, parce que je me souviens, écoute, lors des 2 premières séquences, il aurait pu facilement être victime de 3 revirements, là, dont 2 interceptions, OK, que les Chiefs ont échappé. Je pense même sur une passe, il y a 2 joueurs des Chiefs qui ont touché au ballon, là. Ça aurait pu être intercepté. Après ça, il s'est calmé. On a utilisé le jeu au sol. J'ai trouvé qu'on aurait pu utiliser le jeu au sol Ouais, davantage, surtout que James Cook d'accord. a connu vraiment un bon match. Ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais Étienne, euh, j'aurais aimé voir peut-être Cook être impliqué un peu plus. Je me souviens d'une séquence en deuxième demi, on est allé uniquement par la passe du côté des Bills, alors que Cook avait une moyenne supérieure de 6 verges par course. Euh, mais bon, c'est toujours plus facile à dire une fois que le match est terminé. Mais j'ai pas trouvé qu'Allen a connu un mauvais match. J'ai trouvé qu'il s'est replacé par la suite. Et la passe échappée de Dalton Kincaid. Je veux dire, Allen, il a tout fait ce jeu-là pour acheter du temps. Il était sous pression. Malgré tout, il a donné une chance à son ailier rapproché de faire un jeu. Malheureusement, il a échappé la passe. Mais je ne sais pas, toi, qui se t'a passé, Étienne, de la performance de Josh Allen. Est-ce que tu as eu le cœur brisé, comme bien des partisans de football, de voir un si grand joueur, un si grand carrière, encore une fois, pas être Ouais. capable d'accéder au match ultime? Ça commence vraiment à ressembler comme au basketball. Là. Tous les grands joueurs qui n'ont pas gagné de bague de championnat à cause de la présence de Michael Jordan durant les années 90, il en a gagné 6 à lui seul. Ben, tu sais, c'est tough, hein? Puis je me souviens le petit peu de temps que j'ai passé aux Jets en 2008, là, quand on écoutait les coachs, puis Mike Tannenbaum, le GM, là, tout était fait en fonction de est-ce que ça va nous permettre de battre les Pats? Tu sais, parce que les Pats, c'était l'équipe à battre. Fait que t'as beau bâtir le meilleur club que tu peux, l'étape suivante, après ça, c'est fait qu'il faisait une fixation sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce qui est comprenable. Maintenant, je pense que ton analyse est juste. Puis malgré tout ça, effectivement, il y avait quand même une chance en fin de game de rester dans le match, peut-être même de l'emporter. Mais, tu sais, tu joues dans le Chiefs Kingdom, tu es à l'étranger. Il y a énormément de pression. Puis je me demande à quel point, et peut-être pour le coordinateur à l'attaque et pour les joueurs, tu n'as pas une pression de. Tu sais, tu regardes Mahomes et l'attaque des Chiefs de l'autre côté mettre des points au tableau indicateur, puis tu te mets peut-être inconsciemment une pression de faut que j'y aille un pour un. Tu sais, c'est-à-dire que, oh shit, ils viennent de scorer. Fait qu'au lieu de jouer ta game, puis là, encore une fois, là, je suis dans la psychanalyse, puis je spécule. Là. Mais tu sais, as-tu une pression supplémentaire d'être capable de matcher la performance de l'unité offensive que tu affrontes? Tu sais, fait que c'est intéressant comme analyse. Puis, tu sais, effectivement, il y a une partie de moi qui a envie de voir les Chiefs gagner ce duel-là contre les Bills pour se donner la chance d'un three-peat puis d'être témoin de ça dans ma vie. Puis il y a l'autre partie qui me dit Colin, les Chiefs ont été le fun à suivre. Josh Allen le mérite. Mais je réalise quand même que les Chiefs étaient supérieurs. Je les trouve plus rodés, je les trouve plus confiants, particulièrement défensivement. Puis comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, chaque premier jeu ou chaque tentative de conversion de troisième et de quatrième essai, s'il réussissait, c'était avec du travail ardu. Il n'y a rien qui était donné parce que l'unité défensive des Chiefs est tellement solide. Fait que j'imagine que tout ça rentre en jeu, mais assurément qu'il devait ressentir une pression de si là, il faut qu'on la gagne, celle-là. Tu sais. Je trouve que c'est le match où l'attaque des Chiefs a le mieux paru également à Didier. Là, on a parlé, tu as dit que l'attaque, tu sais, depuis quelques semaines, on la trouvait mitigée, même contre les Texans. Ça a pris du temps avant qu'on démarre en attaque. Puis écoute, là, dès la première séquence, justement, contre les Bills, on a vu que l'attaque des Chiefs était prête. Puis ça, je pense qu'il faut rendre on faut donner du crédit à Andy Reid là-dessus. Son équipe était très, très, très bien préparée. Oh, Didier, Je as-tu pense que Didier est freezé? gelé. OK. Ben, tu sais, tu mentionnes, regarde, pendant que Didier déjeune, on va. Il y a aussi le fait que, tu sais, Andy Reid est là depuis longtemps. Les joueurs sont là. Fait que tu as comme une constance qui s'est installée, tu sais, une culture, vraiment. Puis une culture, on parle beaucoup de culture dans le sport, tu sais. Puis ça prend du temps à installer, ça prend de l'expérience. Puis là, le plus gros match de l'année, le plus gros match de leur vie s'en vient. C'est le Super Bowl.
Et l'avantage va souvent aux équipes qui savent comment se préparer pour ces matchs-là, qui savent comment faire fi des distractions, qui vont être capables de, de gérer, de contrôler leurs émotions parce que c'est un cirque, tu sais, puis j'ai jamais vécu un Super Bowl, évidemment, mais j'ai eu la chance de vivre 5 Coupes Grey. On a perdu les 2 premières aux Alouettes, puis à un niveau inférieur, évidemment, mais l'attention médiatique, les festivités de la ville, tout qui est plus protocolaire, les médias c'est Mhm. c'est plein de gens qui te disent à quel point tu es bon, tu es beau, puis tu vas y arriver. C'est facile de s'y perdre, c'est facile de dépenser de l'énergie inutilement. Ta famille qui veut avoir des billets, que tu veux, tu sais, que tu veux flyer en ville puis installer correctement. Il y a toutes sortes de trucs. Puis c'est pas pour rien, je pense, qu'on a réussi à gagner tu sais, on a perdu les 2 premières, puis on a gagné les 2 suivantes parce on l'avait vécu. On sait à quoi s'attendre, on sait ce que ça sent, puis on est capable de se préparer adéquatement, puis de créer une espèce de crescendo, de build-up émotif pour arriver en forme à la game et non physiquement et émotivement épuisé, tu sais. Si on revient au match, qu'est-ce que tu as pensé du fameux, faut en parler, du fameux quatrième essai, là, du placement Ouais. du ballon? Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette situation-là? Ben, avant de te parler du placement du ballon, je vais te parler du play call, tu sais, puis je ne suis pas coordonnateur à l'attaque, mais tout le match, c'est pas tant un jeu qui a fonctionné, là, du côté des Bills. Fait que de peut-être varier ou d'essayer d'autres choses, puis c'est bien facile, là, en tant que maintenant sportif de salon, pour moi de critiquer ce jeu-là, mais c'était pas un automatisme. C'est ça mon point, c'est que tu t'en vas avec un play call pour le jeu le plus important du match, essentiellement à ce stade de la partie, avec quelque chose qui a fonctionné moyen depuis le début de la game. Mhm. Tu sais, fait que je me suis questionné là-dessus. Puis évidemment, ben là, ça vient alimenter toutes les discussions autour de l'arbitrage. Tu sais, puis je l'ai entendu, la montée de lait de Pierre Vercheval à RDS qui, tu sais, l'arbitre d'un côté qui a un spot, l'arbitre de l'autre bord qui a l'autre spot. Puis malheureusement, c'est drôle hein, parce que là, on se plaint beaucoup de l'arbitrage. Puis je peux comprendre d'où ça part, de l'arbitrage par rapport aux Chiefs. Mhm. Puis je me souviens que dans le temps de la dynastie des Patriots, c'était un peu la même affaire. Tu sais, on se plaignait de la même chose. Ce que je remarque, puis, c'est que on dirait qu'aussitôt qu'il y a un call de l'arbitre qui pourrait aller d'un bord comme de l'autre, mais ça va souvent du même bord. Tu sais, fait que, c'est dommage parce que ça aurait été le fun de voir ce que ça aurait pu donner comme fin de match. Mais en même temps, si je reviens au play call du début, faut que tu te donnes une chance. Fait que c'était-tu essayer de faire un pied de nez et dire hey, on va y arriver à le placer notre jeu. On a tellement confiance en Josh Allen et notre ligne à l'attaque, mais encore une fois, ça n'avait pas tant fonctionné le reste du match. Fait que j'ai trouvé ça particulier. J'ai lu des analyses comme quoi que les Bills courent toujours du côté gauche. Puis Ben les oui, Chiefs ont vraiment loadé le côté gauche tout le match. Puis on n'a pas, on a continué à essayer de courir avec nos forces du côté gauche. On aurait peut-être pu essayer de les surprendre puis courir à droite pour une fois, mais bref, on court toujours du côté gauche puis les Chiefs étaient prêts, là. ben, puis tu as raison, j'ai vu la même chose, puis dans la même formation, avec tu sais, les mêmes tendances. Puis fait que mais des fois, tu as puis c'est correct aussi de l'avoir. Des fois, tu as tu sais, du hard knock football où tu te dis: «Garde, je le sais que vous savez où est-ce qu'on s'en vient, puis Mhm. on va y aller pareil, puis on va le gagner notre 1er essai». Puis ça, même si tu le gagnes pas de façon nécessairement concluante à chaque fois, mais tu as peut-être l'impression que ça fait gagner en confiance ta ligne à l'attaque, ça fait peut-être perdre un peu de confiance à l'unité défensive. Mais moi, j'ai pas senti cette vibe-là du tout, là, dans le sens où l'unité défensive les attendait, ils étaient prêts. Euh, Fait que ouais, ça leur a nuit en bout de ligne. Puis évidemment, avec un spot de ballon qui était pas favorable, mais là, ils se sont tirés dans le pied un peu. Là. Ça m'amène à te parler des ajustements que Sean McDermott fait au cours d'un match. Il a été encore une fois critiqué, notamment Didier en a parlé. Hey, salut Didier! Oui, Didier en a exact. parlé Oui, tantôt. désolé, là. Des problèmes techniques, là. C'est pour ça que ça fait un bout de temps que vous m'avez pas entendu ou Mais vu.
Bon, On de a parlé du retour. 4e essai, Didier. On a tout décortiqué ça, malheureusement. Tu as tout manqué ça. Tu l'écouteras, tu écouteras On était sur bon, là, tu vas Spotify être ou sur fier. YouTube. Oui. Ouais, c'est bon, j'en doute pas une seconde. Ben oui, le quatrième essai. Bon, on reviendra pas là-dessus, étant donné que vous en avez parlé en long et en large, j'imagine. Mais je parlais des ajustements, justement, de Sean McDermott qui a été vraiment critiqué. Tu parlais, Didier, tantôt de l'utilisation du jeu au sol. Je peux pas croire un moment donné qu'on n'a pas, disons, tu sais, le game flow, là, filer la game un peu, parce qu'on voyait James Cook y aller de gros morceaux de terrain au sol, des courses de 6, de 7 verges. Même lors du dernier, je trouve que des fois, on a des décisions vraiment d'entraîneur-chef qui laissent à désirer. Même sur le dernier jeu du match, le 4e essai et 5, on savait que le blitz s'en venait du côté des Chiefs, puis on avait personne dans le champ arrière pour, à tout le moins, essayer de calmer le jeu, pour donner un peu plus de temps à Josh Allen, qui a failli compléter sa passe à Dalton Kincaid. Mais justement, c'est un peu ce qu'on reproche à Sean McDermott du côté des Bills, c'est qu'il est incapable de s'ajuster en cours de match. Ouais, mais pour cette défaite-là, moi, écoute, moi, je vais pas critiquer Sean McDermott. Tout simplement, les Bills n'ont pas fait assez de jeux tout au long de la rencontre, là. Tu sais, puis c'est pas à cause du quatrième essai qu'on a raté à la fin de la rencontre qu'on a perdu ce match-là du côté des Bills de Buffalo, parce que c'est ça, tu sais, les joueurs n'ont pas fait assez de jeux. Tout simplement, du côté des Chiefs, tu sais, on a fait des jeux au niveau des trois facettes de jeu, que ce soit en attaque, en défense, sur les unités spéciales. Écoute, les Chiefs étaient juste une meilleure équipe. Là, je pense que les Bills de Buffalo, de pas beaucoup, mais ils étaient la meilleure équipe. Je pense pas que les Bills méritaient nécessairement de l'emporter. Je ne sais pas comment vous avez vu ça de votre côté, mais moi, je crois pas que Buffalo, même si le match a été serré au bout du compte, j'ai pas de difficulté avec le résultat de la rencontre. Moi, j'espère juste durant la saison morte, euh, c'est qu'on va essayer peut-être d'aller chercher un receveur de premier plan. Hein. Il ne faut pas oublier que Mary Cooper a pratiquement été invisible depuis son arrivée à Buffalo, puis on avait fait son acquisition justement afin de donner un receveur de premier plan à Josh Allen. Malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que ça devrait être une priorité durant la saison morte du côté des Bills. Mais ça pour dire que je ne peux pas blâmer Sean McDermott pour cette défaite-là. Oui, il en a déjà fait par le passé des erreurs de coaching qui ont pas possiblement, qui ont coûté des matchs aux Bills, mais je ne peux pas dire que le match de dimanche, que ça a été le cas en tout cas. Ben, Mais, moi, je vas-y, partage Étienne. ta. Ben, en fait, je suis d'accord avec toi, Didier. Je pense que la meilleure équipe a gagné. Puis c'est évidemment pour les deux matchs. Les Eagles étaient supérieurs du côté de la NFC, puis les Chiefs étaient supérieurs du côté de l'AFC. Je ne sais pas si c'est ça ton point, Marc-André, mais ce que j'ai l'impression, puis je l'ai effleuré il y a quelques minutes, mais c'est qu'offensivement, on, j'ai l'impression que le focus était on veut des points, on veut des points, on veut des points, au lieu de commencer à installer une série puis de prendre son temps. Puis on l'a vu en deuxième demi, avec plus de longues passes. On prenait des shots un petit peu plus pour l'end zone pour gagner des gros chunks de terrain. Fait qu'on on a délaissé le jeu au sol. C'est peut-être ça où. En même temps, je ne veux pas parler pour toi, mais moi, c'est un petit peu ça que j'ai ressenti où au lieu de prendre notre temps, d'installer de quoi, puis tu sais, le jeu au sol, pendant que tu installes ton jeu au sol, ça veut dire qu'il y a un gars qui n'a pas le ballon, puis c'est Patrick Mahomes de Mhm, l'autre bord aussi. Puis quand il n'a pas de ballon, il ne peut pas faire de points, mhm. tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça qui aurait pu améliorer. Puis encore une fois, c'est bien facile de critiquer une semaine Ben ouais. après, assis dans nos bureaux, là. Puis en bout de Ouais. ligne, si les Bills avaient perdu avec James Cook, on aurait dit pourquoi ils ont pas donné le ballon à leur meilleur joueur qui est Josh Allen. Donc, il n'y a personne qui gagne au bout de la ligne. On a toujours raison, nous autres, c'est ça qui est le fun. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça. En tout cas, je pense que la meilleure équipe a gagné. Fait, écoute, comme on le disait au début de l'épisode, ça va être une reproduction. Les Eagles contre les Chiefs de Kansas City. Tu as brièvement mentionné que tu étais justement au Super Bowl entre les Eagles et les Patriots à Minneapolis. On s'était croisés lors de ce Super Bowl-là. Tu as ça combien de Super Bowl lors des dernières années? Il me semble que j'avais vu un autre Super Bowl, pas juste celui à Minneapolis, où on s'était gelé les fesses pendant toute la semaine en Ah, passant. sac. Il faisait moins Une chance que 25. le On match. aurait pu être à Longueuil cette semaine-là, puis ça aurait été pareil. Il faisait tellement fret à ce moment-là. Ah. Mais oui, effectivement, j'étais là, puis c'était le fun. Sinon, je pense qu'on s'est croisés en Floride aussi au Super Bowl, la victoire des Chiefs.
de Laurent Duvernay-Tardif. Ah, oui, 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 à Miami. À Mais Miami, ouais, celui de, ouais, là, il ouais, faisait exact. Puis beaucoup plus beau. celui de 2018 était spécial pour moi parce que d'un côté, j'avais mon ami puis mon ancien coéquipier à l'université, Corey Graham, qui jouait pour les Eagles. Puis de l'autre côté, dans l'organisation des Pats, les fans des Alouettes vont peut-être se souvenir de Tad Crawford. Puis Tad était un des Quelle position il safeties, jouait? des maraudeurs des Alouettes avec Mathieu Ok. Proulx et moi pendant une ou deux saisons ici. Puis ensuite de ça, il y a eu un poste au sein de l'organisation des Pats. Fait que c'était quand même spécial. Puis on a eu droit à un maudit beau match. Tu sais, c'est Tom Brady qui se fait battre sur un Philly special par le corps arrière des Eagles. C'était vraiment trippant. Puis Nick Foles, ouais, oui. par Nick Foles, c'est ça, j'oubliais son nom, qui était venu remplacer là, en mi-saison. Là. Fait que c'était une maudite belle game, puis une victoire des Eagles. Puis là, je sais que j'ai pu comprendre là, depuis une couple de minutes que Marc-André souhaite une issue similaire là, dans une. Oui, 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 Ouais, oui, oui. son cœur est avec les Eagles. Mais c'est drôle, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce qu'ils ont vraiment des chances, les Eagles, de l'emporter? Je dis, bien sûr qu'ils ont vraiment des chances de l'emporter. Je trouve qu'on a une défense exceptionnelle. On a une meilleure défense, je pense, puis on est jeune en plus. On va être une défense incroyable pendant longtemps. On a une meilleure ligne à l'attaque. On a un meilleur porteur de ballon. Il reste juste maintenant, le X-Factor, comme on dit, c'est Patrick Mahomes contre Jalen Hurts. Ouais, puis c'est de minimiser les erreurs aussi. Tu sais, puis tu regardes les bonnes équipes vont profiter de chaque opportunité qui leur sont offertes. Fait que l'équipe qui va contrôler le ballon, l'équipe qui va être capable de protéger le ballon, pas de l'offrir une séquence supplémentaire à l'unité offensive adverse. Fait que à ce stade-ci de la saison, là, c'est vraiment une game de minimiser les erreurs. Puis, tu sais, Mark Trestman, à l'époque, parlait de game-defining moments. Puis, avec le recul dans les gros matchs comme ça, tu étais capable de cibler 4-5 jeux qui avaient fait un swing de momentum pour l'autre équipe. Fait que si tu es capable de vraiment jouer ta game, être précis, profiter de chaque opportunité, mais tu vas te donner une chance. Puis j'ai l'impression que ces deux équipes-là sont en pleine confiance et sont vraiment bien rodées. Fait que c'est pour ça que je trouve ça difficile de me mouiller. Évidemment que, tu sais, les Chiefs, on le vend dans les voiles, mais ça vient aussi avec une drôle de pression. Les Eagles, est-ce qu'ils ont une chance réellement? Absolument. Ils pourraient vraiment, vraiment causer la surprise aussi de ce côté-là. Je ne sais pas, en date d'aujourd'hui, les odds à Vegas ont l'air de quoi, mais j'ai l'impression que ces gens-là là, qui les mettent sur pied dans la prochaine semaine et demie vont avoir des mots de tête, eux autres, avec. Là. Ouais, il me semble que j'avais vu, là, écoute, c'est un écart d'un point et demi. En tout cas, Ouais, immédiatement après en faveur des les finales Chiefs. d'association en OK. faveur des Chiefs, écoute, on verra. Il nous reste du temps. Mais écoute, je vais parler de ton expérience au Super Bowl, Marc-André. Je sais, malheureusement, tu n'as jamais eu la chance jusqu'à présent d'assister à un match du Super Bowl en personne. Qui sait qu'est-ce que l'avenir te réserve. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi? Étienne, tu as eu la chance d'assister à 2 Super Bowls sur place. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience-là? Parce que c'est quelque chose qui est unique. Puis en même temps, bon, durant la semaine du Super Bowl, avant le week-end, il ne se passe pas grand-chose dans la ville qui reçoit le Super Bowl. C'est vraiment lorsqu'on arrive proche du week-end, à partir de jeudi, là, c'est là qu'on voit Ouais. vraiment il y a beaucoup de gens qui arrivent en ville, puis là que les festivités commencent réellement. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, personnellement, de ton expérience au Super Bowl, que ce soit la journée du match en tant que telle ou les journées qui mènent à la rencontre? Ben, moi, en 2018, c'était ma première expérience. Puis je l'ai vécu ensuite de ça 2 ans plus tard. C'est deux façons différentes. On parlait du climat au Minnesota qui Hmm. était, je veux dire, c'était l'Antarctique. Il faisait vraiment fret. Donc, toutes les festivités étaient à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'était un petit peu moins vivant à l'extérieur. Puis évidemment, ben, 2 ans plus tard, à Miami, on est dans l'autre extrême. Puis tu as raison. La ville, tu sens une énergie en début de semaine. Puis à partir du jeudi, là, il y a plein de festivités, plein de parties. Ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est de façon un peu aléatoire, croiser
plein d'autres joueurs de la NFL qui sont sur place pendant ce temps-là. Je me souviens d'avoir croisé, attends, j'essaie de me souvenir auquel Super Bowl. C'était celui au Minnesota, d'avoir croisé Brett Favre qui était dans le stade entouré de sécurité, puis clairement qui s'en allait peut-être en bas faire une entrevue, je sais pas quoi. Mais, puis le kid en moi, je suis redevenu le Étienne de 12 ans qui croise des idoles de jeunesse. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis j'ai pu évidemment en profiter en tant que fan parce que je n'étais pas allé, c'était pas un contrat, j'étais là pour moi, pour m'amuser. On a profité de certaines festivités. Il y a des festivités pour tout le monde, là. Il y a des jeux d'adresse, des espèces de foires qui sont plus familiales. Tu peux aller faire la file puis peut-être aller rencontrer des idoles, tu as des spectacles de cheerleaders, puis le soir, tu as des parties. Je me souviens, ah oui, ça c'est quand même drôle. Je me retrouve dans un party, c'est le party Maxime, puis le fameux magazine Maxime là, qui organise des parties à tous les Super Bowls, toutes les Coupes Grey. Puis avec une gang d'amis. Puis sur la banquette à côté de nous, rentre Floyd Mayweather, tabarouette, avec à peu près un crew de 50 gars qui. Écoute, ça pourrait tout être des joueurs à l'attaque des Eagles de Philadelphie. Là. C'est comme la démesure. C'est plus grand. T'as pas goût d'essayer avec Floyd. Non, pas à tout. Puis il y avait sa petite casquette. Je sais pas s'il essayait d'être inconnu. Il n'est pas bien plus grand que toi, par exemple. Non, mais j'ai assez vu de combat pour savoir que je vais rester assis sur celle-là. Je vais envoyer Didier à la place. Mais, fait que, tu sais, il y a comme tout ça. Puis le party où on était, tous les plus grands artistes du monde sont là pour soit s'offrir en performance dans des parties en périphérie ou dans des festivités plus officielles de la NFL. Fait que c'est un gros cirque. C'est trippant, c'est le fun à vivre. Puis si j'ai l'occasion d'y retourner, assurément que je vais le faire. Mais tu sais, c'est ça. Puis après ça, tu as une game de foot. Tu sais, dans le fond, puis c'est ça qui devient un peu spécial en tant que joueur. Puis je me souviens, encore une fois, de manière moins énorme, là, nos Coupes Grey, c'est que tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Tu as plein de gens qui te textent, tu les vois, les festivités, tu regardes la télé, tu regardes les réseaux sociaux. Fait que quand la game commence, tu es émotivement tout chamboulé. Tu as l'hymne national, tu as les F-18 qui passent par-dessus le stade avec les afterburners. Tu as envie de pleurer tellement tu es ému, tu as envie de tuer quelqu'un parce que là, tu es craqué, tu veux gagner le match. Tu es tout mêlé. Puis en ce qui me concerne, le premier kick-off, là, j'avais les jambes lourdes, là, puis tu réalises après une coupe de jeu que c'est une game normale. Mais l'ampleur, tu te fais embarquer dans le spectacle autour, veut pas. Là. Définitivement. Écoute, Étienne, avant de se quitter, je sais que tu travailles sur plusieurs projets en ce moment. Parle-moi de cette nouvelle boisson là, que tu as lancée il y a quelques semaines. Là. Parle-nous de ça. Ben oui, puis que j'ai lancé avec certains de vos collègues côté hockey, Maxime Talbot puis Bruno Gervais. On a, Bruno, on a mis oui. sur pied une compagnie de breuvage sportif et ça s'appelle Behy, B-E-H-Y, comme bien-être, hydratation ou en anglais Behydrated. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'avec les breuvages sportifs qu'on connaît des grandes compagnies, c'est soit bourré de sucre ou quand ça dit zéro sucre, ben c'est édulcorant, sucralose, stevia, name it. Fait que nous, on voulait quelque chose de naturel, de moins sucré, qu'on peut utiliser, nous, à l'entraînement, qui est bon pour la santé, puis qu'on peut offrir à nos enfants aussi. Tu sais, je ne suis pas un tripeux d'offrir ces gros breuvages sucrés-là à mes kids. Donc là, il y a un petit peu de sucre, puis c'est du sucre naturel. C'est sucré au sirop d'érable. Ça ne goûte pas le sirop d'érable, mais on le sait, quand on dépense d'énergie, quand on s'entraîne, quand on bouge, du sucre naturel comme celui qui provient des fruits, par exemple, ou dans ce cas-ci, le sirop d'érable, c'est super bon pour la santé. Fait que on a lancé ça il y a quelques temps, puis on est bien excités. J'apprécie la plug, messieurs. Pas de problème. Où est-ce que les gens peuvent se procurer ça? Là? On est disponible chez IGA, on est disponible dans les dépanneurs. On a évidemment
notre site web en ligne aussi. On a plusieurs points de vente dans les arénas, les sports Rousseau, etc. Fait que on commence à faire des petits, on commence à prendre un peu d'ampleur, puis on est bien content de la façon que ça se dessine. Ah ben ça, c'est vraiment super, Étienne. En tout cas, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait se parler. Tu es tellement un homme occupé. Tu as d'ailleurs acheté une équipe de hockey en Europe. On va devoir te revoir au podcast, Ah, justement, anytime, afin de jaser là, de tous tes projets et de plein d'autres avec sujets. plaisir. Mais Puis écoute, Étienne, hey, merci de m'avoir fait jaser vas-y, oui. football aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Ben écoute, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Porte-toi bien, puis on aura la chance de se reparler. Ça marche, salut, boys. Hey, passe une bonne journée. Alors, c'était Étienne Boulay. Alors, on se retrouve juste en tête à tête, comme à l'habitude, de Ah, Marc-André, mais afin de faire le tour des actualités du côté de en particulier les entraîneurs-chefs. Hein, au cours de la dernière semaine, il y en a eu mhm. plusieurs, étant donné que la grande majorité des équipes sont éliminées. Il reste juste deux équipes qui sont toujours en vie, bien sûr, les Eagles et les Chiefs de Kansas City. Là, si tu pars, Didier, je vais me retrouver tout seul. Je pourrais pas jaser avec quelqu'un. Fait que ça va être un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. J'ai un autre problème technique, ouais, en espérant que ça n'arrive pas. En espérant que la Non, non, je connexion fais des Wi-Fi blagues. ne va pas lâcher à nouveau. Je fais des Tu feras blagues. un long On a, on- monologue. je fais des blagues. On a une question. On va commencer par une question qui est en lien justement avec un entraîneur-chef bien connu. Bonjour Didier. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à Marc-André et toi pour ce podcast. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Vous faites un superbe travail, sérieux, mais pas trop non plus, avec des analyses et commentaires toujours pertinents. C'est vraiment très apprécié. Je vous écoute depuis 2 ans et je me décide enfin à vous écrire pour une question. Je vais tenter de le faire plus souvent l'année prochaine car j'espère grandement que le podcast va continuer longtemps. Avec la vase des entraîneurs en Ah, ce c'est moment, dommage j'ai deux gentil. questions. Oui, vraiment. Puis on va continuer à l'année, hein. C'est Simon. Sachez que vous pouvez nous écrire. Il y a pas durant l'entre-saison, il y aura vraiment pas aucun problème. Donc la première question est considérez-vous que Bill Belichick est le meilleur entraîneur de la NFL de tous les temps? Et la deuxième est comment expliquer qu'aucune équipe l'année dernière et cette année n'a été intéressée par les services de Belichick alors qu'il pourrait apporter un peu de sérieux à certaines organisations de la ligue de la difficulté à croire qu'il serait allé entraîner en NCAA. Une équipe avait voulu de lui dans la NFL. Ah, ben, tout d'abord, Simon, merci pour vos beaux commentaires. Ils sont grandement appréciés, autant de mon côté que de celui de Marc-André. Pour ce qui est de Belichick, pour moi, c'est le meilleur entraîneur-chef de l'histoire de la NFL. Écoute, 6 conquêtes du Super Bowl là, pour Belichick. Puis c'est pas juste ça, mais quand tu regardes tout le travail qu'il a fait, même avant ça, comme coordinateur en défense, j'oublie combien de Super Bowl il avait gagné avec les Giants. Je crois que c'est 2 ou 3 en tant que coordonnateur. Mais peu importe le travail qu'il a fait là. Ensuite de ça, à titre d'entraîneur-chef, pour moi, présentement, c'est le meilleur entraîneur-chef de l'histoire de la NFL, de la façon qu'il a fait preuve d'ingéniosité notamment. Mais là, il y a Andy Reid là, qui le talonne autant pour les victoires en carrière, les victoires en éliminatoire. Puis là, si Reid reste avec Patrick Mahomes sur les prochaines années, peut-être qu'il va gagner plus que 6 Super Bowls en tant qu'entraîneur-chef. Peut-être qu'il va dépasser Belichick à ce niveau-là. Pour l'instant, moi, je dirais que oui, Belichick est le meilleur entraîneur-chef de l'histoire de la NFL. Puis pour ce qui est de la deuxième question, c'est une question d'ego, finalement. Pourquoi Belichick ne se retrouve pas dans la NFL en ce moment, selon moi? Puis c'est pas en raison de l'ego de Belichick, mais l'ego des propriétaires, des présidents des équipes. Je donne un exemple concret, je pense que j'en avais déjà parlé au podcast, mais Marc-André, les Falcons d'Atlanta, qui l'année dernière, eux, ils avaient interviewé Belichick à 2 reprises, je me souviens bien. Puis à la fin de leur processus, qui leur a amené à embaucher Raheem Morris comme entraîneur-chef, ben, les Falcons avaient dit, ah, ben, pour nous, Belichick était le 4e meilleur candidat. On avait 3 candidats qu'on a classés devant lui. Tu ne peux pas me faire croire qu'il y a 3 entraîneurs-chefs de football sur la planète qui sont meilleurs que Bill Belichick. Ça, c'est complètement ridicule. Au sein de l'organisation des Falcons, il y a bien des gens qui avaient peur de l'arrivée de Belichick parce qu'on se disait, ben, il va vouloir tout contrôler. Et du côté de la NFL, il y a beaucoup de gens qui, d'abord, avant tout, pensent à leur poste. Ils veulent rester en contrôle. Ce n'est pas nécessairement la liberté d'emploi, mais ils veulent rester en contrôle. C'est une question de pouvoir. Une fois que les gens ont du pouvoir, ils ne veulent pas le concéder, ce pouvoir-là. Puis pour moi, c'est une des raisons pour laquelle Belichick n'est plus dans la NFL. Parce que tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas un bon entraîneur-chef. Mais il y a bien des gens qui sont menacés par la présence de Bill Belichick au sein de l'organisation.
Et puis, c'est pour ça maintenant qu'il se retrouve à être entraîneur-chef des Tar Heels de l'Université de North Carolina. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi. Est-ce que pour toi, Belichick est le meilleur entraîneur-chef de l'histoire de la Ligue? Puis qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'est pas dans la NFL? Mais moi, c'est ce que je pense de tout ça parce que je le dis puis je le répète, pas tous les propriétaires qui veulent gagner à tout prix. Oui, ils veulent gagner, mais ils veulent gagner à leur façon. On n'est pas obligé de regarder plus loin qu'à Dallas. On va pouvoir en parler un peu plus tard. Mais si tu es prêt à gagner, si tu veux réellement gagner, coûte que coûte, tu peux pas. Bill Belichick ne peut pas être à l'extérieur de la NFL. C'est ça, moi, ça m'envoie le message que les gens veulent gagner, mais veulent gagner à leur manière. Statistiquement parlant, on peut pas le nier, Bill Belichick est le meilleur entraîneur de la NFL, de l'histoire de la NFL, même si mon cœur de partisan des Eagles, depuis quoi, 20-25 ans, ça fait mal de dire ça. Oui, c'est le meilleur entraîneur, mais je pense il y a une question aussi de conditions aussi, hein, gagnantes. On parle d'Andy Reid maintenant qui le talonne, c'est parce qu'Andy Reid est maintenant avec Patrick Mahomes, il y a quelque chose de spécial qui passe. Je sais pas si Bill Belichick aurait gagné autant de matchs et de Super Bowl si Tom Brady n'avait pas été le quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça, on ne le saura jamais, malheureusement. Mais oui, pour moi, Bill Belichick est le meilleur entraîneur-chef de l'histoire de la NFL. Et pour ce qui est de ton deuxième point, c'est vraiment une hypothèse que j'aimais aussi. Je pense que les équipes se tournent de plus en plus. Je pense qu'on cherche le prochain Sean McVay sans cesse, le prochain Kyle Shanahan. Puis parfois, ça amène des équipes à se tourner vers des entraîneurs-chefs peut-être plus jeunes, des gourous offensifs peut-être moins expérimentés. Peut-être que c'est une hypothèse que j'évoque, là. Peut-être que Bill Belichick était peut-être dépassé. C'est un entraîneur défensif. Lorsqu'on veut se tourner vers l'attaque, peut-être que justement, le fait qu'il soit le plus âgé, là, vous allez me dire que Pete Carroll est de retour dans la NFL, ça tient pas la route, ton argument. Mais tout ça pour dire qu'il y a certaines équipes qui cherchent peut-être cette quête-là du prochain Sean McVay, ce prochain gourou offensif, fait peut-être que Bill Belichick est peut-être relégué au second plan lorsqu'on vient le temps d'embaucher des entraîneurs. Pour ce qui est de l'argument Belichick-Brady, Belichick n'aurait pas pu gagner sans Tom Brady, regarde là, tous les grands entraîneurs-chefs dans l'histoire de la NFL. Ils ont tous misé sur un excellent carrière. C'est sans exception. Là. Il n'y a pas un entraîneur-chef qui a connu du succès sans avoir une carrière de premier plan. Il y aurait Joe Gibbs. Avec Washington à l'époque, lui, il a gagné 3 Super Bowls avec 3 carrières différentes. C'est le seul à avoir accompli cet exploit-là. Quand tu regardes ça, tous les grands entraîneurs sont associés avec un grand carrière. Si tu n'as pas de grand carrière, c'est difficile là, de connaître du succès. On en a parlé un peu avec Étienne tout à l'heure. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je pense de tout ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Belichick va être en mesure d'accomplir au niveau du football universitaire, qui ressemble de plus en plus à du football professionnel maintenant que les Mhm. joueurs sont rémunérés. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Mais ce n'est pas les changements au poste d'entraîneur-chef qui ont manqué lors de la dernière semaine, en tout cas du côté de la NFL. Des dernières semaines, parce qu'on va se tourner, on va faire un peu un compte-rendu des nouveaux entraîneurs-chefs. On commence tout d'abord avec les Patriots, l'ancienne formation de Bill Belichick. Ça, c'est un excellent lien pour un podcast. Qui ont embauché Mike Vrabel. Qu'as-tu pensé vraiment de cette embauche-là du côté des Patriots? Ouais, je pense que c'est nom, il avait touché il y a quelques semaines. Pour moi, Vrabel, avec Belichick, c'était les 2 meilleurs candidats qu'il y avait sur le marché. Bon, on vient d'en parler, Belichick a choisi d'aller du côté des rangs universitaires. Euh, Écoute, Vrabel a connu du succès avec les Titans du Tennessee. J'ai pas aimé le processus des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Non. Ils ont fait une moquerie du Rooney Rules. Écoute, leur homme, c'était Vrabel depuis le début. Là. C'est une des raisons pourquoi je crois Aaron Glenn a même refusé d'être interviewé par les Patriots parce qu'il savait que le poste allait revenir à Mike Vrabel. Il a rapatrié Josh McDaniels. Je pense que c'est la 3e fois au moins minimum que McDaniels est de retour avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre à titre de coordinateur à l'attaque. Écoute, on mise sur Drake May qui a connu une belle saison en tant que carrière recrue dans les circonstances, étant donné qu'il n'était pas bien entouré du côté de l'attaque des Patriots. À Nouvelle-Angleterre mise sur ce qui était possiblement la pire ligne à l'attaque de toute la NFL. Mais en Vrabel, tu as vraiment un général. Je crois vraiment qu'il va être en mesure de redresser la barque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il est sans aucun doute dans mon esprit un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Il va falloir maintenant ajouter du talent tant en attaque qu'en défense. C'est ça qui manquait du côté Hmm. des Pats. Oui, non, Du côté des on Bears, s'entend là-dessus. Là. du côté des Bears maintenant, on parlait justement du prochain Sean McVay, cette quête
de nouveautés, ben, c'est ça que les Bears essayent avec Ben Johnson, qui était vraiment le coordonnateur offensif ou l'entraîneur-chef potentiel le plus convoité sur le marché. Ouais, ils espèrent qu'il va être en mesure de relancer finalement la carrière ou de lancer là, après une saison quand même. Je ne veux pas être trop sévère en l'endroit de Caleb Williams, mais ça, c'est la mission première, hein, de permettre à Caleb Williams d'atteindre son plein potentiel. Il y a tellement de choses qui clochent à l'intérieur de l'organisation des Bears de Chicago. Là. Tu sais, c'est vraiment un défi qui attend Ben Johnson. C'est une raison pourquoi les Bears Mmh. n'ont rien gagné depuis 1985. Ils ont juste une participation au Super Bowl. C'était lorsqu'ils étaient inclinés contre Peyton Manning et les Colts d'Indianapolis. Alors, on va voir. Hein. C'est ça l'affaire avec les coordonnateurs, Marc-André. Oui, Ben Johnson est un excellent coordonnateur à l'attaque. Est-ce que ça veut dire qu'il va être un excellent entraîneur-chef? Ça reste à voir. Mais tout ce que je sais, c'est que Ryan Poles, le DG, moi, personnellement, je l'aurais congédié. Il ne nous a pas prouvé en mesure de construire une équipe de football. J'ai pas voir ce qu'il va faire au niveau du match et pour moi, la reconstruction des Bears, puis l'encadrement de Caleb Williams, ça doit commencer par la ligne à attaque. Cette ligne à attaque-là était Mmh. mauvaise. C'est une des lignes à attaque qui coûtait le moins cher dans la NFL, où il y avait le moins d'argent investi. Parce que souviens-toi, les Lions de Détroit, lorsqu'ils ont reconstruit cette équipe-là, ça a commencé par la ligne à attaque et la ligne défensive. Tu sais, les gens critiquaient leur repêchage, genre, on n'a pas repêché de receveur tôt ou quoi que ce soit, mais on a bien construit les Lions. Puis je pense que c'est la même chose qu'on devrait faire du côté de Chicago afin que Ben Johnson ait une chance justement de devenir un bon entraîneur-chef. Parlons maintenant des Jets qui, et ça, j'ai lu un sondage comme quoi que Aaron Glenn était l'un des entraîneurs les plus appréciés dans la NFL, comme quoi que les joueurs adorent jouer pour Aaron Glenn, qui était le coordonnateur défensif des Lions. Et là, il s'en va comme entraîneur-chef des Jets de New York. Je ne sais pas l'homme, à quel point il a la couenne dure, Didier, pour essayer de s'enfoncer dans le bourbier qui est celle des Jets de New York. J'imagine que parce qu'il a été repêché par l'équipe, parce qu'il a joué pour l'équipe, il y avait peut-être un sentiment d'appartenance ici. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec cette organisation qui, avouons-le, est pas mal tout proche. Ouais, non, c'est un choix pour première ronde des Jets de carrière, quoi. Il a porté l'uniforme des Jets en 6-7 saisons. Alors, je pense que ça a joué un rôle, comme tu as mentionné. Écoute, c'est tout un défi parce que les Jets, eux, ils n'ont rien gagné depuis 1967. Donc, on parle du Super Bowl 3 là, avec Joe Namath. Puis on sait à quel point c'est une organisation qui est dysfonctionnelle. Toutefois, Aaron Glenn a participé à la reconstruction des Lions de Détroit. Alors lui, il se dit, écoute, j'ai participé à la reconstruction de cette équipe-là. Maintenant, c'est moi qui est en train de bâtir cette équipe-là. Mais j'ai bien hâte de voir ça. C'est l'histoire des Jets. L'historique des Jets joue contre lui. D'abord, avant tout, qu'est-ce qu'on va faire à la position de carrière, Marc-André? Est-ce qu'on va garder Aaron Rodgers? Ouais. Glenn n'a pas fermé la porte, mais il ne l'a pas ouverte complètement lorsqu'on lui a posé la question lors de son point de presse devant les médias de New York. Mais c'est une équipe qui a du talent. C'est pas une équipe, on vient de parler des Patriots. Eux, ils ont fait faillite en termes de talent, mais c'est pas le cas du côté des Jets. Il y a des morceaux. Les Jets sont une équipe qui pourrait, après avoir terminé au premier rang de leur section, ils pourraient bien participer aux éliminatoires, puis être même des aspirants au Super Bowl, dépendamment de la saison morte qu'on va avoir. Mais d'abord et avant tout, où est-ce qu'on va trouver un carrière? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir du côté d'Aaron Glenn et des Jets. Ouais, ouais, j'ai bien hâte de voir ça aussi, les Jets. Maintenant, les Jaguars qui ont embauché Liam Cohen, qui était le coordinateur offensif des Buccaneers de Tampa Bay. Toute une histoire, Didier, que celle de Liam Cohen, hein? Ouais, ben oui, parce qu'il s'est fait offrir le poste d'entraîneur-chef. Puis lui, vraisemblablement, il avait dit au propriétaire Shad Khan, ben écoutez, moi, je veux pas être entraîneur-chef si le DG Trent Baalke est toujours là. Souviens-toi, on en avait parlé il y avait quelques semaines, comment Mmh. c'était farfelu à la fin de la saison régulière lorsqu'on a congédié Doug Peterson, puis que Shad Khan, le propriétaire des Jaguars, a tenu un point de presse. Puis c'était via Zoom. Mais Baki était à côté de lui dans le Zoom, puis il disait bah, ben, si un nouvel entraîneur-chef veut qu'on se débarrasse de notre DG, on va l'écouter. Ça n'avait aucun sens. Ça démontre à quel point, justement, l'organisation des Jaguars, elle est dysfonctionnelle. Alors, finalement, on a dû congédier Trent Baalke après que Liam Cohen a dit non. Là, Cohen, lui, s'est fait offrir un nouveau contrat par le Tampa pied au bas. Finalement, Jaguars de Jacksonville. Bref, moi, j'aime pas ça quand ça fait de cette façon-là, Marie. Je ne dis pas que Cohen ne va pas devenir un bon entraîneur-chef, mais
quand ça commence tout croche, généralement, ça croche aussi. Alors, on va voir, tu sais, il a fait de l'excellent travail à Baker Mayfield et l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay lors de la dernière saison. Personnellement, je ne le connais pas, mis à part le travail qu'il a fait durant la dernière saison à Tampa Bay, mais c'est le cas pour tous ces nouveaux entraîneurs-chefs-là, que ce soit Ben Johnson, Aaron Glenn, mais tant qu'ils sont en charge, tu sais, ils vont être capables de ne pas juste s'occuper de leur unité, mais être des leaders et tout ça. En tout cas, on va voir du côté de Liam Cohen, mais je trouve que ça sent pas bon dès le départ. Je sais pas ce que tu en penses, toi, là, mais j'aime vraiment pas comment ça a commencé, ça. Il y a vraiment eu juste une grosse saison comme coordonnateur offensif, c'est l'année dernière, parce que l'année précédente, il était le coordonnateur à l'attaque des Rams. Les Rams avaient terminé au dernier rang de la NFL pour le nombre de verges. Ça fait penser peut-être un peu à Bobby Slowick, là. Des gars qui ont la cote une saison, puis qu'on se rend compte par la suite que finalement, il n'était pas si génial que ça. Mais bref, il faut laisser la chance aux coureurs, c'est ce qu'on dit, hein. Liam Cohen, Ouais, je lui souhaite beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Puis honnêtement, il va falloir vraiment essayer de remonter Trevor Lawrence. Je pense que c'est la clé du succès du moins à ouais, l'attaque du côté des Jaguars. ouais. Bien d'accord avec toi. Yes. Maintenant, les Raiders qui ont, surprise, embauché Pete Carroll, qui aura 74 ans en septembre et lors du début de la saison sera l'entraîneur-chef le plus vieux de l'histoire de la NFL. Ouais, Pete Carroll qui est de retour avec les Raiders. Les Raiders, leur candidat numéro un, c'était Ben Johnson. Puis là, une fois que Johnson est parti à Chicago, eux se sont tournés vers Pete Carroll. C'est quand même tout un changement. Tu sais, tu parles de Ben Johnson qui est âgé de quoi, de 37, 38 ans? Je me souviens bien, en Mhm. tout cas, qui est très jeune. Là, c'est tout un 180 degrés. Là, tu t'en vas vers Pete Carroll qui a énormément d'expérience, comme tu l'as dit, maintenant âgé de 73 ans. Euh, je comprends, Carroll a de l'expérience. OK? Mais c'est juste que je trouve que c'est vraiment un changement majeur là, de partir de Ben Johnson comme candidat numéro un à Pete Carroll. Parce que Pete Carroll, il n'est pas là pour le long terme, on s'entend là-dessus. À l'âge où il est rendu, est-ce qu'il peut redresser la barque des Raiders? Absolument. C'est un entraîneur d'expérience. Il y a un adulte là, maintenant du côté de Vegas. En fait, il y en a deux maintenant, étant donné qu'apparemment, d'après ce que ESPN a reporté, c'est Tom Brady qui décide de tout du côté de l'organisation des Raiders maintenant. Euh, oui, il amène de l'expérience, mais il va être là pendant combien de temps? Puis Carroll, 2, 3 ans, puis Mm. après ça, ça va être à recommencer tout ça. Donc, c'est ça, je ne doute pas de son expérience, OK, à Carroll, mais c'est juste que je trouve ça bizarre comme situation, parce que tout ce processus-là va être à recommencer peut-être juste dans 2 ans. Effectivement, on aurait peut-être dû se doter justement d'un entraîneur-chef plus jeune, question de bâtir quelque chose. Puis une petite note au sujet de Pete Carroll, quand même, depuis 2017, une seule victoire en éliminatoire. Fait que c'est pas comme si ça avait été reluisant. On a des fiches gagnantes du côté des Seahawks, mais lorsqu'il vient le temps d'arriver en éliminatoire, c'est une autre histoire. Les Cowboys, les Ouais. Cowboys, qui ont embauché Brian Parlons-en. Schottenheimer, Didier. Vas-y, je te laisse la parole. Ça prouve mon point. Ça prouve que ce que je dis tout le temps. Qu'il y a des propriétaires du côté de la NFL, oui, ils veulent gagner, mais ils ne veulent pas gagner à tout prix. OK? D'abord, avant tout, c'est une business, c'est une entreprise. On est là pour faire de l'argent d'abord et avant tout. Puis, je ne crois pas qu'il y ait un propriétaire qui, au fil du temps, a maximisé son potentiel de revenu avec sa concession aussi bien que Jerry Jones a fait. Là. Au point de vue marketing, tout ce qu'il a fait avec les Cowboys, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a augmenté grandement la valeur de l'équipe depuis qu'il l'a acheté en 1989. Chapeau à Jerry pour ça. Mais Jerry veut gagner sur ses propres termes. OK? Jerry n'est pas intéressé à avoir un entraîneur-chef qui a une tête forte. Là, on vient de donner une promotion à Brent Schottenheimer, qui est un vieux routier. Ça fait longtemps qu'il est dans la NFL. Il roule sa bosse en tant qu'entraîneur des carrières, coordinateur à l'attaque. C'est lui qui avait le titre de corps d'attaque la saison dernière, mais on sait tous que c'est l'attaque de Mike McCarthy. C'était Mike McCarthy qui sélectionnait les jeux plus souvent qu'autrement. Alors, il n'y a aucune autre équipe là, qui avait Brian Schottenheimer sur son radar. Est-ce que c'est un coup de génie du côté de Jerry Jones ou est-ce que c'est juste que Jerry Jones a embauché quelqu'un avec qui il est à l'aise et se sent confortable, Une quelqu'un qui va marionnette. écouter ses demandes farfelues, une marionnette? Ben, je pense que c'est plutôt ça là, qu'on vient de faire du côté des Cowboys. Alors, lorsque je vous dis qu'on veut gagner, mais on ne veut pas gagner à tout prix, les Cowboys de Dallas sont l'exemple parfait de ça avec Jerry Jones. On n'a rien gagné depuis 1995, ça va faire 30 ans, on est rendu en 2025. Non seulement on n'a rien gagné,
on est la seule équipe du côté de l'Association nationale qui n'a pas au moins participé à une finale de conférence depuis 95. Oublie le Super Bowl, juste de se rendre en finale d'association du côté des Cowboys. On n'a pas fait ça depuis 30 ans. Je ne crois pas que ça va changer avec Brian Schottenheimer, qui est maintenant l'entraîneur-chef à Dallas. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette embauche-là? Mais écoute, on embauche un entraîneur-chef qui appelait même pas les jeux en attaque. Le Mm. coordinateur offensif qui appelait pas les jeux. Puis moi, j'ai vu, bon, on a vu l'historique ou un peu de Brian Schottenheimer. Son CV n'est pas très reluisant depuis qu'il est dans la NFL. Même, je te dirais, dans la Rempli de NCAA, ça haut n'a et pas été de bas. surtout de bas. Écoute, Ouais. je sais pas. Moi aussi, je pense que Jerry Jones voulait peut-être plus une marionnette que d'autres choses, mais écoute, peut-être que Brian Schottenheimer, ça peut s'avérer encore là, c'est plate à dire, mais ça va être de laisser la chance aux coureurs. Peut-être que ça va fonctionner, mais j'en doute, moi aussi. Mais comme on dit, hein, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être surpris, puis on ne sait-on jamais si ça pourra fonctionner. Mais moi aussi, je suis quand même assez sceptique au niveau de cette embauche-là. Puis finalement, les Saints, c'est un poste toujours vacant. Ça nous mène à vous parler de Mike McCarthy qu'on a appris aujourd'hui qui prenait une pause. Il ne sera pas entraîneur-chef des Saints. Je ne sais pas s'il a rencontré des Saints, sûrement, mais ça nous dit à quel point les Saints, c'est une situation vraiment difficile en ce moment. On est à côté dans le plafond salarial. On n'a pas de corps arrière. On n'a pas de. On a des trous en défense, en attaque. Je pense que la situation, c'est pas très attrayant être entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. Je sais qu'ils ont rencontré Aaron Glenn également, qui était parmi le groupe d'entraîneurs sous Sean Payton aussi, si ma mémoire est bonne, avec les Saints. Tout ça pour dire que les Saints de Oui, la exact. Nouvelle-Orléans, c'est probablement l'équipe, la situation la moins attrayante pour un entraîneur. Hey, t'as oublié le grand Derek Carr. T'as oublié le grand Ah, c'est Derek ça. Carr. Il est toujours sous contrat du côté des Saints. Ben, il semble que possiblement, ça va être Kellen Moore, justement, le coordinateur à l'attaque de T-Eagles, qui pourrait devenir l'entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. Parce que, comme tu as mentionné, Mike McCarthy, il a dit qu'il retirait son nom, qu'il n'était plus candidat, qu'il allait se concentrer sur les postes vacants qu'il va y avoir en 2026. On sait que Moore a déjà passé une entrevue avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, n'oublie pas, les Saints, eux, ils ont congédié leur entraîneur-chef au cours de la saison régulière. Ça fait longtemps là, qu'ils savent qu'ils sont à la recherche d'un entraîneur-chef. Donc, j'ose croire que la raison pour laquelle ils ont toujours pas embauché personne, c'est que finalement, ils ont ciblé Kellen Moore, puis ils attendent que le Super Bowl soit passé afin de faire l'annonce que Kellen Moore est leur homme. Un peu comme les Bears avec Ben Johnson. Tu as vu, ça n'a pas pris de temps, hein? Une fois que Mm. les Lions ont été éliminés, je pense après 48 heures, les Bears ont annoncé que Ben Johnson était l'entraîneur-chef. Donc, j'ai l'impression que c'est possiblement ça qui se passe du côté de la Nouvelle-Orléans, qu'on a ciblé Kellen Moore, puis on attend juste que le Super Bowl soit passé afin d'annoncer que Kellen Moore sera le prochain entraîneur-chef à la Nouvelle-Orléans. C'est une théorie très plausible, mon cher Didier. Ce que je retiens de ce podcast-ci, de cette édition-là, c'est que Patrick Mahomes et Michael Jordan, puis de Josh Allen et Karl Malone. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Sérieusement, c'est pas mal ça. Écoute, Josh Allen et les Bills, plus souvent qu'autrement, ils perdent contre Patrick Mahomes. Puis c'est ça, dans l'NBA, il y a plusieurs grands joueurs qui n'ont pas eu de bague de championnat à cause de la présence de Jordan. Même dans la NFL, tu as des carrières qui auraient pu gagner des Super Bowls, mais Brady, il a ramassé toutes les bagues qu'il pouvait, 7 bagues du Super Bowl. Donc ça fait mal, les Steelers de Pittsburgh, peut-être que Roethlisberger aurait plus de bagues du Super Bowl, ça va pas été de la présence de Brady. Combien de fois ils se sont inclinés contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en éliminatoire? Donc, je pense que c'est ça qui se passe présentement du côté de la NFL. Mais on verra. On verra le 9 février si les Eagles pourront défaire les Chiefs de Kansas City ou si on va assister à un moment historique, Marc-André, avec une équipe qui va remporter un troisième titre du Super Bowl pour la toute première fois de l'histoire de la NFL. Il faut juste patienter. C'est ça que j'aime pas du Super Bowl, c'est d'avoir à patienter 2 semaines. On est dans un rythme depuis le mois de septembre. Il y a des matchs à tous les dimanches. Là, il faut qu'on attende 2 semaines. On va tellement être fatigué d'entendre que les Chiefs ont la possibilité de remporter un troisième titre de suite. On va arriver au match de Super Bowl. C'est tout ce qu'on va entendre pendant 2 semaines. Moi, je pensais qu'on allait parler du match de flag football, là, du Pro Bowl la semaine prochaine au podcast. Je pensais que tu allais l'écouter en fin de Non, semaine non, on comme n'en quoi. parlera pas. Non, OK. on n'en parlera pas. Moi, je quitte dimanche pour la Nouvelle-Orléans. Alors, je ne pourrais pas regarder le match du Pro Bowl, le match de flag football. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte au 9.
On va voir. Écoute, on va avoir le podcast qui va être en ligne la semaine prochaine. Je serai à la Nouvelle-Orléans. On va essayer d'avoir du contenu pour les gens également via notre chaîne YouTube de la Nouvelle-Orléans. Alors, on vous invite à partager les publications du podcast avec vos amis, à les liker également. Alors, Marc-André, écoute, je te remercie pour ta contribution pour cet épisode. On va s'en parler la semaine prochaine alors qu'on sera juste à quelques jours du 59e Super Bowl.